mode en France est à la démocratie participative. Et donc, je ne tiens pas derrière une chaire, je vais me promener et expliquer, à condition que le micro marche. Il y en a un, il faut. Voilà. Alors, bon. Merci. Vous entendez? Non. Est-ce que ça va? C'est la règle du temps. Non, ça me fait rien. Bon, très bien, je vais rester là, mais ça va? Oui, bon, à peu près. Très bien. Ce matin, le professeur Fontella a bien introduit le sujet qui m'intéresse particulièrement. C'est le thème de la géographie. La géographie comme déterminant des relations humaines. Et permettez-moi, sans être provocateur, parce qu'il n'y a pas trop d'Algériens ni de Tunisiens dans la salle, mais cependant, je vais introduire mon débat par une citation du président Bouteflika. Le 14 décembre, il recevait Nicolas Sarkozy et il a dit textuellement « Nous ne pouvons rien contre les lois de la géographie, notre destin est commun. » Jamais un chef d'État du Sud a dit « Mon destin dépend du vôtre et nous sommes liés. Nous avons un destin lié. » La géographie, mesdames, messieurs. Je vais vous exprimer très rapidement 3 idées. D'abord les faits, une interprétation, et puis deuxièmement ou troisièmement des conséquences politiques. Les faits, des faits géographiques, mais aussi un peu politiques. De mon point de vue, la grande rupture dans les relations géographiques internationales se situe au moment de la chute du mur de Berlin. Il y a là, les théoriciens le diront plus tard, une rupture radicale. Je vais vous passer un tableau, j'avais prévu un paperboard, mais ça ne fait rien. Prenons le dessin. Mais attendez, je vais vous l'expliquer par mes mains. Avant la chute du mur de Berlin, rappelez-vous, toutes les relations internationales importantes, elles étaient dans l'hémisphère tempéré nord. L'OCDE sont que des blancs aux yeux bleus. Il y a eu aussi capitalisme, communisme. Mais Marx était aussi issu de ce monde. Il y avait l'OTAN, le Comecon. Donc toutes ces organisations internationales, elles étaient dans l'hémisphère tempéré nord. Et les gens du Sud, nous n'avions que mépris. Mépris. Parce que les tensions étaient trop fortes et on était orgueilleux. Chute du mur de Berlin, 1989, 1990, l'Amérique. Une réactivité extraordinaire. 90-91, Bush père crée les bases de l'ALENA. Et c'est en 1994 que l'Amérique crée l'ALENA. Et c'est en 1991 que les sudistes, les Brésiliens, répondent par le Mercosur. Et voici le petit tableau, vous allez voir. Vous tournez, monsieur. Vous allez voir ces relations, même si elles sont imparfaites. Tournez. Voilà. Le premier tableau, c'est ce qui se passait avant. Et le deuxième, vous voyez une espèce de... entre deux longitudes solidaires. Vous voyez le Canada qui s'appuie sur l'Amérique, qui s'appuie sur le Mexique, qui s'appuie sur le Brésil. Mais de l'autre côté, vous avez le Japon, dont on pensait que le Japon était vieillissant. Le Japon n'accepte aucune immigration. Il ne veut pas d'étrangers sur son territoire. Et Patrick Artus est allé au Japon il y a 3 ans, et le Cercle des économies est allé. Il nous a dit, mais mon Dieu, mais le Japon est en pleine expansion. Le Japon investit considérablement en Chine. Et la Chine a signé des accords avec les dragons. Et je parle avec mes mains. Vous avez, mesdames et messieurs, des systèmes intégrés
de relations économiques, industrielles et commerciales, et tout se passe à l'intérieur de ces fuseaux. Deux idées, et vous allez voir la différence. Je continue sur l'Europe. Je vais revenir. L'Europe, elle a commencé en 1956 à faire son intégration, mais elle n'a intégré que des blonds aux yeux bleus. Elle s'est élargie à l'Est, mais il n'y a que des blonds aux yeux bleus. Il n'y a pas de sudistes. Et donc, l'Europe a commencé à 6, à 9, à 12, à 15. L'Europe a fait le plein de son quartier d'orange au nord. Mais nous avons une prospective pour 2040 qu'on a fournie à M. Prodi en 2003. On a dit à M. Prodi, d'où après la politique du voisinage, si l'Europe reste à 30, en 2040, elle perd 90 millions d'habitants et nous passons, écoutez bien ce chiffre, de 22% du PIB mondial à 12%. L'Europe devient une grande Suisse, avec que des vieux qui gèrent leur retraite et les jeunes partent. Et le seul scénario de sortie de crise, c'est une alliance avec le Sud. Non pas pour le dominer, nous sommes trop affaiblis, le temps n'est plus à la colonisation, mais nous savons que nous pouvons avoir une relation win-win avec la Méditerranée. Et vous dire, vous, peuple du Sud, si vous restez comme vous êtes, ballottés comme des confettis, un jour avec un traité d'alliance avec l'Amérique, ou comme parfois aller au Venezuela acheter du je ne sais pas trop quoi ou ailleurs. Mais non, vous allez être ballottés, votre destin, c'est la Méditerranée, c'est une communauté. La géographie a ses lois. Et donc, voilà, 2 ou 3 chiffres. L'Amérique, les États-Unis investissent 18% de leurs investissements directs étrangers dans leur sud, même s'ils le font d'une façon capitaliste, pour gagner de l'argent. Mais ils le font surtout pour que les Mexicains ne viennent pas les enquiquiner et qu'il y ait trop d'immigration. Mais ils investissent 18% dans le sud. De l'autre côté, le Japon investit 25% en Chine, en Thaïlande, en Corée, au Vietnam. Le Japon a réparti toutes ses usines dans tout cet espace. 90% des échanges entre les établissements japonais se font à l'intérieur de ce quartier d'Orange. 90%. Et le dernier chiffre, au stupeur et j'en ai honte, l'Amérique investit 18% en son sud, les Japonais investissent 25%, la France et l'Europe investissent 2 à 3% dans son sud. Et qu'on ne vienne pas après se plaindre si les Marocains, les Algériens et les Subsahariens montent en Europe. Nous sommes les responsables. Et donc, notre destin est lié. Et où je parle de loi de la géographie, je comprends bien que les Espagnols, pour des raisons historiques, linguistiques, j'en ai longuement discuté avec Philippe González, je le comprends très bien, qu'ils aillent investir en Amérique du Sud. Mais M. Prats nous le disait hier, de plus en plus les entreprises espagnoles se disent « mais c'est au Maroc, en Algérie, en Tunisie qu'il faut venir investir ». Quand il était jeune diplomate, il y avait 30 entreprises espagnoles au Maroc et 3. Et il y en a combien? 1500. Il n'allait pas me dire que la géographie n'a pas d'intérêt. Aller investir au Venezuela, au Brésil, c'est très bien. Mais si les Marocains crèvent de faim, si on ne leur donne pas les moyens du développement, ils vont immigrer. C'est évident. La géographie s'impose à nous. Et donc, les relations nord-sud sont en train de changer depuis la chute du mur de Berlin et des quartiers d'Orange, non pas des tranches avec que les riches et les bourgeois en haut, mais des relations nord-sud sont en train de se créer. Et je pense, nous pensons, que vous, Nord-Africains, et nous, Européens, pouvons trouver des formes de relations que le reste du monde ne connaît pas.
Et c'est là un défi, non seulement politique, mais il est culturel et de civilisation. Deuxièmement, l'interprétation est claire. Je dis souvent à mes étudiants, le communisme est mort, mais Marx, il est toujours vivant. Il n'était pas bête, Marx. Il disait, la priorité, c'est l'économie. C'est l'économie. Regardez les Européens, comment ils ont fait leur union avec de l'économie. L'économie rapproche. La monnaie unique, c'est de l'économie. La politique agricole commune, c'est de l'économie. L'aménagement du territoire, c'est de l'économie. Et quand les Européens parlent politique, pour l'Irak, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ça ne marche pas. Donc on voit bien que l'économie rapproche. Eh bien, quels sont les éléments qui font que ces relations nord-sud vont s'intensifier? 2 éléments que vous devez mettre en tête et qui sont les bases de la théorie moderne du commerce international. Premièrement, la proximité et deuxièmement, la complémentarité. La proximité, imaginez que demain, le baril de pétrole ne soit pas à 50-60 $, mais qu'il soit à 100 $. Où irons-nous acheter nos oranges? Au sud. Et nous irons chercher le plus près possible, économiser des coûts de transport, fini ces grands bateaux, ces grands containers et ces avions qui se baladent. Nous allons rentrer dans une ère de coûts de transport croissants et nous serons obligés d'aller chercher notre complément le plus proche possible. Et puis les éléments de complémentarité, complémentarité climatique, mais complémentarité aussi de niveau de développement de cycle du produit. Permettez-vous de vous citer cet exemple que, avant-hier, le président de la région Aquitaine me citait sur la complémentarité climatique. Il est extraordinaire. Un agriculteur de Cahors, près de Toulouse, fait des melons. Il est concurrencé par les Espagnols et toute la région menace. Cet agriculteur dit non, je ne dépose pas le bilan. Si c'est l'Andalousie qui me concurrence, je vais acheter 100 hectares et je descends en Andalousie. Il s'installe en Andalousie, tout en gardant son atelier à Cahors. Quand il est en Andalousie, il est encore concurrencé. C'est de la plaine du Souss, au sud d'Agadir. Et il dit qu'à cela ne tienne, je descends et j'achète 100 hectares. Quand il est là-bas, c'est les Israéliens qui l'embêtent. Qu'à cela ne tienne, il va en Égypte, il achète 100 hectares. Mesdames et messieurs, il a 4 ateliers de production. Un dans le Tarn, un en Andalousie, un dans le Souss, un en Égypte. Grâce à cela, il produit des melons toute l'année. Et tous ces lieux de production sont en expansion. Les Marocains gagnent de l'argent, les Égyptiens gagnent de l'argent, les Français gagnent de l'argent, et tout le monde gagne de l'argent parce qu'il a des melons toute l'année de qualité. Très bien. Complémentarité, proximité. 3e élément qui fait que nous allons vers ces éléments, c'est constitution régionale. Vous savez que depuis juillet 2006, il y a l'échec de Doha. L'OMC n'arrive pas à organiser toute la planète. C'est trop gros. Les Chinois, les Américains, c'est trop gros. Les antagonismes sont trop flagrants. Et puisqu'on ne peut pas organiser le commerce au niveau mondial, on l'organise au niveau régional. Et c'est au sein de ces ensembles, Canada, Amérique, Mexique, et c'est au sein de cet ensemble Europe et Euro-Méditerranée que demain, on pourra faire une politique agricole commune et des réglementations, et l'OMC ne s'y oppose pas. Je termine troisièmement, le projet politique. C'est bien beau de faire du business, d'associer le Maghreb. C'est inévitable pour moi, inévitable. C'est inscrit dans l'histoire, notre relation. Mais alors, quel projet politique? Nous nous sommes exprimés en octobre 2005, à la veille du 10e anniversaire de Barcelone. On a lancé un appel pour une communauté méditerranéenne. On dit Barcelone, c'est bien, mais Barcelone, c'est deux pas, c'est 20 cm. Prodi a eu peur. Il a dit le voisinage. Mais le voisinage, c'est 1 mètre. Mais mes chers amis, et il faut faire des kilomètres dans notre réflexion, des kilomètres. Et il faut imposer politiquement une communauté.
et une communauté dans le cadre d'une coopération renforcée. Il faut qu'on soit 8 pays européens. Vous savez qu'il existe 2 politiques renforcées, des avant-gardes, c'est Schengen, il y a 17 pays, c'est la monnaie unique, il y a 15 pays, il n'y en a pas les 25. Eh bien, nous sommes en train de pousser des chancelleries pour dire, avec le Portugal, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, Chypre, Malte et l'Allemagne, parce qu'elle est d'accord, 8 pays, nous disons, après les élections, avec de nouveaux présidents français ou présidentes, avec M. Prodi, avec M. Zapatero, on lance à nos amis du Sud, créons une communauté. Et le Maroc dira oui, le Liban dira oui. Et puis on crée une communauté avec le Conseil des ministres, avec un budget, avec des politiques. Et si l'Algérie veut rentrer, elle rentre. Si elle attend, eh ben, elle aura les acquis communautaires. Et cette communauté aura forcément des politiques. Politique agricole commune, politique de l'espace, etc. Voilà, mesdames et messieurs, dernier point de satisfaction, et je m'arrête. Je vous demande de consulter la presse française pendant les élections. Tous les candidats et les meilleurs ont ça dans la tête. Ils vont proposer une communauté euro-méditerranéenne. Je vous remercie.